Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour, bonsoir, vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Et Benacaps reçoit pour vous un homme exceptionnel, un homme qui a l'envie, une détermination énorme pour la République démocratique du Congo. Et mon invité n'est que M. Noël Tchani. Bonjour. Bonjour, Madame Kapi. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Si vous devez vous présenter, que diriez-vous de vous? Je dirais que je m'appelle Noël Tchani Madianvita. Je suis congolais, banquier, économiste international, auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC. J'étais né au Congo, j'ai étudié ici en Belgique, en France et aux États-Unis. J'ai fait mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine. J'ai fait par la suite un programme complémentaire donc à Harvard pour la formation donc, des managers. J'ai travaillé dans les banques commerciales à New York pendant une dizaine d'années, juste à quelques mètres d'ailleurs de Trump Tower, qui appartient donc à Donald Trump. Donc j'étais à JP Morgan Chase sur Park Avenue et 48. Et après cela, j'ai travaillé à la Banque mondiale depuis 26 ans maintenant. Pour vous inviter, j'ai eu à faire une petite enquête pour savoir qui était M. Noël Tchani. Et j'ai cru comprendre que vous avez une solution miracle pour le Congo qui est le plan Marshall. Pourriez-vous d'abord définir c'est quoi le plan Marshall? Pour ceux qui ne comprennent pas d'abord, c'est quoi le plan Marshall? Oui, le plan Marshall, c'est une vision de développement que moi et certains de nos compatriotes qui ont travaillé avec moi, nous avons élaboré pour la République démocratique du Congo. L'idée est sortie du fait que le constat qu'on a fait de la situation actuelle de la RDC montre très clairement qu'en tant que pays, nous avons échoué sur le plan du développement. Nous avons échoué pourquoi? Parce que, pour me résumer, la RDC est classée aujourd'hui comme étant l'un des pays les moins développés de la planète et l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un PIB par habitant de 394 $, qui est le plus bas de la planète. Avec cela, la gouvernance congolaise, on le sait, elle est très mauvaise. La gouvernance congolaise fait que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget de l'État. Et d'ailleurs, le budget de l'État, le tout dernier qui a été déposé par le gouvernement au Parlement, a diminué de pratiquement 35 à 40%. Le budget de l'État se chiffre aujourd'hui à 4,5 milliards de $. Pour vous donner une notion de grandeur, l'Angola voisin a un budget donc de 66 milliards $. Le Congo, un grand pays, plus grand que l'Angola, avec plus de ressources naturelles que l'Angola. Le Congo n'a que 4,5 milliards de $. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans la gouvernance congolaise qui fait que les ressources qu'on pouvait mobiliser pour financer le développement n'entrent pas dans les caisses de l'État, ça va dans les poches des privés. Donc, avec tout ce constat que nous avons fait, nous avons défini une vision de développement que nous pensons, si elle est mise en œuvre sur une période donc, de 15 ans, pourrait permettre à la République démocratique du Congo de se développer, d'améliorer les conditions de vie donc, de nos citoyens, de créer des emplois pour tout le monde et d'améliorer donc l'environnement dans lequel donc, notre population donc, vit. C'est ça l'idée donc, du plan Marshall, qui est donc une vision de développement telle que je viens donc de la présenter. Et comment pensez-vous y prendre par rapport au plan Marshall aujourd'hui? C'est vrai que c'est un plan que vous avez. Comment comptez-vous vous y prendre pour que cela soit en pratique au Congo? Oui, je pense que pour qu'un plan de développement puisse réussir dans un pays, nous devons mobiliser la population de ce pays à pouvoir adhérer à l'idée de ce plan. Il faut que la population s'approprie, qu'elle fasse de ce plan son propre plan. Et il est déjà écrit par des Congolais, donc c'est un plan congolais. Maintenant, je voudrais que le plus grand nombre de nos compatriotes donc, puissent comprendre de quoi il s'agit et qu'ils comprennent ce que nous allons faire ensemble pour la mise en œuvre de cela. Mais pour la mise en œuvre donc, du plan, nous allons pouvoir passer par les élections qui vont venir, moi et d'autres personnes qui vont se présenter donc, à ces élections. Si nous les gagnons, nous aurons donc l'effectivité du pouvoir et nous aurons donc la capacité de représenter donc notre pays pour mettre en œuvre le plan que nous avons donc mis en œuvre, que nous avons conçu. À combien de pourcents êtes-vous sûr que ce plan pourrait marcher pour le Congo? Parce qu'il y a aussi de ceux qui nous ont ramené plusieurs solutions pour le Congo qui n'ont pas fonctionné au Congo. Mais à combien de pourcents êtes-vous sûr que ce plan pourrait vraiment marcher pour le Congo?
Je suis convaincu que ce plan va réussir s'il est mis en œuvre tel que nous l'avons conçu. Et je vais vous dire pourquoi j'ai cette conviction. Ça fait 35 ans que je travaille donc dans le domaine du développement, 25 ans 26 ans à la Banque mondiale, mais avant cela, j'ai été donc dans les banques d'investissement, les banques commerciales donc à New York. J'ai participé à la conception, à la mise en œuvre des plans de développement d'autres pays. Je vais vous mentionner peut-être 1 ou 2 pays qui servent d'exemple en ce qui concerne le continent africain. J'ai été impliqué dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie de développement des îles du Cap-Vert, un petit pays en Afrique de l'Ouest. Ce petit pays, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, avait un PIB par habitant de 170 $, 170 $ comme disent les Français. Nous avons mis en œuvre ce plan de développement. 20 ans plus tard, le Cap-Vert a un PIB par habitant aujourd'hui de 4 500 $. Un petit pays qui n'a pas tant de ressources que la République démocratique du Congo, mais qui a un PIB par habitant qui est pratiquement 4 500 divisé par 400 $ que la RDC donc a comme PIB par habitant. Donc ça montre bien combien de fois le niveau du Cap-Vert est plus élevé à celui donc, du Congo. Donc si nous avons réussi au Cap-Vert, qui a moins de ressources, moins de population, moins de ressources naturelles, je pense que le Congo, qui est beaucoup plus grand, avec beaucoup plus donc de gens, 80 millions d'habitants, avec tout plein de ressources naturelles, nous pouvons encore réussir beaucoup plus rapidement, et nous devons même réussir plus gros que ce que nous avons fait donc au Cap-Vert. Donc je suis convaincu qu'en mettant en œuvre la vision de développement que nous avons conçue pour la RDC, nous pourrons réussir. Je peux donner d'autres exemples d'autres pays comme le Sénégal, comme le Mali, comme le Botswana, comme d'autres pays donc en Asie, où nous avons contribué à concevoir des stratégies de développement et à les mettre en œuvre avec succès. Si on l'a fait ailleurs, je pense que je peux aussi espérer que mon pays, à moi, le pays que j'aime le plus de tous ces pays donc, du monde, un plan que j'ai conçu pour ce pays pourra faire la différence. Et c'est l'une des raisons que vous avez posé candidature parce que vous avez les plans Marshall, ou bien c'est déjà quelque chose que vous aviez déjà en tête à pouvoir poser candidature? Je suis parti, moi, de l'idée que mon pays souffre des manques de leadership et mon pays affiche aujourd'hui une gouvernance qui n'est pas du tout respectable, qui ne nous permet pas de nous développer. J'ai évolué dans des systèmes beaucoup plus sobres que les systèmes que nous connaissons donc dans mon pays. Comme je vous ai dit, dans les banques commerciales à New York ou à la Banque mondiale, toute ma vie, je n'ai jamais été corrompu. Je considère que la corruption, c'est l'un des grands problèmes dont souffre mon pays. La gouvernance congolaise, elle est très mauvaise. J'ai toujours évolué donc dans des systèmes où la gouvernance elle est supposée, elle est considérée très très bonne, acceptable. Je présente une certaine intégrité qui, moi je pense, pourrait faire la différence si j'arrive donc à travailler dans un pays comme la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, j'ai l'expérience professionnelle. Vous savez que le Congo a été géré depuis 1960 par 4 chefs d'État. Je répète toujours que beaucoup de ces chefs d'État n'ont pas été préparés pour assumer les fonctions qu'ils ont pu avoir au sommet de l'État. Avec une expérience professionnelle de 35 années dans des banques commerciales, mais également au niveau donc de la gestion des pays. J'ai été country manager, c'est-à-dire gestionnaire donc des pays au niveau donc de la Banque mondiale. J'ai présenté donc des résultats qui sont très satisfaisants. Je pense qu'avec ça, si je viens donc à la République démocratique du Congo, avec une bonne équipe de Congolais, qui sont compétents, qui sont crédibles, qui ont la volonté donc d'échanger des choses, nous pouvons transformer l'environnement général pour le pays, nous pouvons transformer les conditions donc de vie de tous nos citoyens et nous pouvons donc réussir la mise en œuvre de cette vision de développement qui pourra transformer fondamentalement les standards de vie donc de tout le monde. Avec toute l'expérience que vous avez eue pour pouvoir apporter un plus pour d'autres pays, travailler à la Banque mondiale, pensez-vous avoir le charisme et le bagage pour pouvoir vraiment gérer un pays? Parce qu'il y a une différence de pouvoir être président et de pouvoir travailler pour une société. Ou peut-être apporter des idées, mais vraiment être un président, c'est tout à fait différent. Vous savez, je ne connais pas une école où on forme donc des meilleurs présidents donc de la République. Et moi, je pense que je suis allé dans les écoles qui ont formé les meilleurs dirigeants donc qui sont aujourd'hui dans les pays occidentaux. S'ils gèrent donc leur pays, et j'ai étudié donc dans les mêmes universités donc je pense que je peux aussi bien gérer mon propre pays, la République démocratique du Congo. Alors, en ce qui concerne l'expérience d'avoir travaillé donc dans le pays, bon, vous savez, le Congo, le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que la gouvernance elle est mauvaise.
Si j'avais travaillé donc en République démocratique du Congo, aujourd'hui, je serais peut-être aussi corrompu que tous ceux qui sont en train donc de prendre donc des fonds publics pour les mettre donc au Panama ou dans d'autres paradis fiscaux. Donc, je considère que l'intégrité que j'ai, l'expérience professionnelle donc de premier plan, la volonté de pouvoir donc changer les choses, la capacité de mobiliser donc les équipes, cette capacité de conception donc des politiques pour le développement, je pense que tout cela, cette combinaison, pourrait faire la différence si j'arrive donc à travailler en République démocratique du Congo au niveau donc que je suis en train de considérer à travers donc les élections qui vont venir. Dites-moi, quel est réellement le problème du Congo? C'est un problème qui est politique, économique, ou bien c'est un manque de volonté, ou bien c'est un problème spirituel pour le Congo? Moi, je dirais que tout ce que vous avez mentionné, donc, ça constitue les problèmes du Congo. Les problèmes politiques, parce que vous voyez aujourd'hui, la classe politique n'arrive pas à trouver les conditions minimum pour que le pays puisse fonctionner normalement. Donc, nous devons régler le problème politique. Aujourd'hui, l'économie, elle est très mal gérée parce qu'on n'arrive pas à créer des opportunités pour tous les Congolais. Donc, c'est un problème économique, c'est un problème social. Pourquoi? Parce que nos compatriotes vivent dans des conditions horribles et nous devons améliorer donc ces conditions sociales. Et c'est un problème spirituel. Aujourd'hui, je ne voudrais pas parler des religions parce que c'est des questions très sensibles. La prolifération des partis politiques et la prolifération donc des religions, ça montre très clairement qu'il y a un problème dans ce pays qu'il faudra que nous puissions régler aussi donc à ce niveau-là. Quel est pour le peuple congolais aujourd'hui, peuvent-ils vous faire vraiment confiance aujourd'hui si le peuple congolais était derrière vous pour pouvoir vous encourager à pouvoir devenir président? Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous sûr vraiment, parce que les discours, on en a eu tellement, êtes-vous vraiment sûr de pouvoir vraiment rétablir le Congo et vraiment refaire les choses, comme vous dites, selon le plan Marshall? Vous savez, si je n'avais pas la conviction que je peux faire la différence, je resterai aux États-Unis toute ma vie et je vivrai en paix, en sécurité pour toujours. Mais à quoi ça sert de continuer à vivre donc dans de bonnes conditions, mais chaque fois que je retourne donc au Congo, je trouve 80 millions de mes compatriotes qui triment dans la misère. Si j'ai une expertise, si j'ai une intégrité, si j'ai de la compétence, le leadership qu'il faut pour arriver à changer les choses, je pense qu'il faudrait les déployer au bénéfice des 80 millions de Congolais qui sont aujourd'hui pris pratiquement donc en otage. Alors la question de confiance, moi je fonctionne avec le principe que tant que je n'ai pas déçu, il faudrait que les gens me fassent confiance tel que moi j'ai fait aussi confiance donc aux autres. Je n'ai jamais déçu en travaillant en République démocratique du Congo. J'ai été impliqué donc dans un ou deux éléments en République démocratique du Congo que je souhaiterais que d'autres compatriotes donc sachent exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent. Vous savez, lorsque on a voulu faire la réforme monétaire en 1997, j'étais l'une des personnes qui avait été appelée à diriger cette équipe de réforme monétaire qui avait conçu le franc congolais. J'avais à l'époque insisté pour que l'effigie ou la photo du président de la République, le président Kabila père, ne soit pas sur les billets des banques. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de pouvoir dire cela au président de la République parce qu'ils avaient peur de pouvoir perdre leur emploi, de pouvoir perdre leurs privilèges. Je suis allé, j'ai pris mon courage, j'ai confronté le président et je lui avais expliqué que c'était une mauvaise chose de mettre sa photo sur les billets des banques. Il m'avait compris, il avait accepté cela. Après cela, j'ai pris mon avion, je suis retourné donc à Washington. Par la suite, ils avaient mis en place un conseil d'administration de la Banque centrale qui incluait des ministres. Sur 12 ministres et sur 12 membres du conseil d'administration, il y avait 7 ministres qui étaient dans le conseil d'administration. Ce que j'avais fait, je suis retourné. J'ai convaincu le président de la République qu'au nom de l'indépendance de la Banque centrale, pour la crédibilité de la politique monétaire, il fallait sortir tous les membres du gouvernement du conseil d'administration de la Banque centrale. Il m'avait suivi. On avait dissous ce conseil d'administration. On a dû reformer le conseil d'administration de la Banque centrale en réduisant le nombre donc, à 7 membres avec la condition qu'il ne devrait plus y avoir les membres du gouvernement dans le conseil d'administration. Ces deux actes-là que j'ai posés pour mon pays sont très importants. Ça montre bien que si je viens là-bas, je mets l'intérêt du pays avant mes propres intérêts. Donc, je souhaiterais que le peuple congolais puisse réaliser qu'il y a des gens qui ont encore cette volonté de changer les choses pour que le pays puisse tourner normalement. Et si on me fait confiance à travers donc, les élections, je serai très honoré et j'exécuterai donc cette tâche avec beaucoup de distinction, avec l'idée de pouvoir laisser derrière moi quelque chose donc de durable pour le pays et pour la population.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Benacas tient vraiment à vous remercier de l'invitation et vous souhaite encore bonne chance. Merci Qui beaucoup, sait, madame. demain, peut-être, ça serait Monsieur le Président Noël Tchani. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci bien, au revoir.